Bonsoir à tous, merci de partager cette fin de soirée pour avoir le plaisir d'écouter Guillaume Legendre, Jean-Philippe Estrade et moi-même vous parler du fibrome dans tous ses états, puisque c'est le thème de ce webinaire qui a été organisé avec les laboratoires Bezin. Donc, pourquoi ce thème? Eh bien, c'est pour essayer de répondre à la question comment et pourquoi utiliser des traitements préopératoires dans le fibrome, car nous allons voir les indications des traitements chirurgicaux du fibrome. Et vous savez que depuis maintenant 5-6 ans, s'est développé le concept de la réhabilitation associée à la chirurgie. Et l'importance des traitements, c'est de permettre que des patients soient opérés le mieux possible. Et pour justement prendre ce fait, il y a le lancement d'un nouvel agoniste de la GnRH par Bezin, qui est le Zolide, qui est une acétate de l'euproréline, qui est remboursée par la sécurité sociale et qui se présente sous deux formes, une forme mensuelle et une forme trimestrielle. Et Jean-Philippe Estrade, pour la troisième présentation, vous présentera l'intérêt des traitements médicaux avant chirurgie. Donc, je vais reprendre la parole maintenant avec une autre présentation. Il existe, sur le plan des fibromes, un impact multidimensionnel sur la vie des femmes. On sait que 50% des femmes caucasiennes vont présenter des fibromes, 80% des femmes afro-caribéennes, mais le fibrome, quelle que soit l'origine ethnique des patientes, ne sera symptomatique qu'une fois sur 3. L'hérédité, on sait que ça multiplie par 2 lorsque la mère, la sœur, la tante ont des fibromes. Ça reste la première cause d'hystérectomie en France, mais le premier traitement, compte tenu que ce n'est symptomatique qu'une fois sur 3, eh bien, le premier traitement va être l'abstention, puisque majoritairement les fibromes n'entraînent aucune pathologie justifiant une prise en charge médicale. Et ça, il faut garder à l'esprit, parce que si au décours de n'importe quelle consultation, on est amené à faire ce diagnostic, eh bien, dans la majorité des cas, on ne fera rien. Et ça, il faut garder à l'esprit, ce d'autant qu'on a le constat depuis une dizaine d'années qu'il y a trop d'hystérectomie. Alors, les symptômes, ils sont nombreux. Il y a la fatigue, il y a les troubles urodigestifs, il y a les douleurs, il y a les hémorragies génitales qui vont être responsables de l'anémie, on va y revenir, l'infertilité. Tout ça, en fait, génère le concept de ce qu'on définit maintenant comme une précarité menstruelle, c'est-à-dire c'est une maladie socialement invalidante qui, au moment des règles, va vraiment pourrir la vie des patientes. Alors, l'infertilité, oui, Guillaume vous en parlera tout à l'heure. Alors, il y a eu des études pour les fibromes symptomatiques et on sait que le fibrome utérin impacte de façon modérée à très importante la vie de 2/3 des femmes. Ceci est évalué par des scores de qualité de vie qui sont internationalement reconnus et vous voyez qu'entre modéré, important et très important, ceci représente 2/3 des fibromes utérins lorsqu'ils sont symptomatiques qui altèrent la vie des femmes. Alors, l'actualité a montré que les sportives commencent à s'attaquer au tabou des menstruations. Alors, bien sûr, c'est pas toujours lié au fibrome, mais ça peut être souvent lié au fibrome. Et ça va être à 18 mois des Jeux Olympiques, probablement un des éléments sur lesquels il va falloir discuter, s'appesantir pour que les sportifs de compétition arrivent sans avoir la gêne ni physique ni psychique d'avoir des règles abondantes. Alors, la FIGO en 2011 a établi un nouveau score des saignements utérins anormaux qui s'appelle le PALM-COEL. Il n'y a pas de traduction puisque c'est un acronyme anglo-saxon. PALM, c'est les pathologies organiques, donc polype, adénomiose, fibrome, cancer. COEL, ce sont les pathologies fonctionnelles responsables de saignements, et en sachant qu'il peut y avoir des fibromes qui vont être révélés par la prise d'anticoagulants,
en particulier ou associés à des troubles ovulatoires, tels qu'on peut le voir. Donc, cette classification Palm-Cohen est importante à connaître parce que ça permet de garder dans son esprit toutes les causes des fibromes. Alors, fibrome et saignement, c'est une étude qui a une dizaine d'années, mais qui a été très importante pour voir en fait le fait que 60% des femmes ont des règles abondantes avec des fibromes et la même chose, ont des règles douloureuses. Donc, vous voyez un petit peu comment se répartissent les saignements chez ces femmes ayant des fibromes. La conséquence de tout ça, c'est l'anémie et la carence martiale. Or, lorsqu'on regarde en France, par exemple, on sait qu'environ 50% des femmes entre 18 et 30 ans présentent un déficit en fer, donc une carence martiale. Et ça, c'est un élément important quand on regarde l'ensemble des symptômes autour de ces saignements. Et on sait très bien que la carence martiale, c'est ce qui va précéder l'anémie fériprive. Donc, il faut être vigilant sur les symptômes comme la fatigue, l'irritabilité, etc., qui sont des témoins d'une souffrance et d'anémie qui va s'installer progressivement. Alors, lorsqu'on traite une carence martiale, beaucoup de gens n'ont pas tilté sur ce papier extrêmement important de 2017 paru dans le Lancet, qui a montré que le traitement d'une anémie, vous le savez tous, c'est du fer, mais qu'il est mieux de donner un comprimé un jour sur deux que tous les jours, parce que quand vous donnez un comprimé tous les jours, vous faites une hypersécrétion d'hepcidine qui va empêcher l'absorption du fer. Donc, il est de bon ton actuellement de traiter un comprimé un jour sur deux. Alors, l'importance de cette prise en charge de la carence martiale de l'anémie a été mise en exergue par deux études qui ont marqué le monde chirurgical, qui est l'étude de Musalam publiée il y a 10 ans, qui montrait l'augmentation de morbidité et de mortalité, toutes chirurgies confondues, liées à l'anémie. Et même chose, Richards en 2015, là dans la sous-population des patientes que nous opérons, donc en chirurgie gynécologique, eh bien, un quart des patientes présentaient une anémie préopératoire. Et vous allez voir sur les deux courbes, eh bien, que l'augmentation de la morbidité à droite et de la mortalité à gauche, en fonction des hématocrites initiales, donc, cette carence martiale responsable de l'anémie augmente la gravité, ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on va être amené à discuter une chirurgie, eh bien, globalement, il ne faut pas opérer les patientes quand on est à moins de 12 d'hémoglobine. Pour revenir au fibrome, la même année que la classification Palm-Cohen, Malcolm Monroe a défini la nouvelle classification des fibromes, qui, je vous rappelle, se définit de 0 à 7 en fonction de la localisation. Ceux qui saignent beaucoup, c'est 0, 1, 2 ou 2, 5. Les autres, c'est plus la modification du volume qui va être responsable des pathologies. Alors, le nouveau paradigme à lequel le chirurgien ou le médecin est confronté, c'est que, quel que soit l'âge, même en préménopause, la première question à poser aux femmes, c'est: souhaitez-vous garder vos possibilités de procréation? Pourquoi? Parce que le développement des dons de gamètes a permis, à des âges beaucoup plus tardifs que ce qu'on connaissait il y a 15 ans, 20 ans, eh bien, d'autoriser à avoir des grossesses. Ce qui veut donc dire que globalement, il n'y a plus de définition de la femme jeune et que cette réponse à la question « souhaitez-vous garder vos possibilités de grossesse ?» même si le motif de la consultation n'est pas un désir d'avoir des enfants, eh bien, c'est ça qui va vous guider entre des traitements conservateurs qui vont être le plus conservateur possible sur la qualité de la cavité utérine ou la nécessité de restaurer une cavité utérine de qualité de manière à permettre à ces femmes de garder ces possibilités de grossesse, même si leur motif est, je le répète, pas toujours un désir de grossesse. En effet, le préalable, c'est qu'il n'y aura pas d'AMP possible si la cavité utérine n'est pas parfaite, car ça diminue l'implantation. Alors, pour déterminer la prise en charge, quel que soit l'âge des fibromes, eh bien, on fait des cartographies. Eh bien, ces cartographies sont mieux réalisées sur l'écho 3D en coupe coronale ou frontale, c'est la même chose, qui vous permettent de mieux voir exactement où sont situés les fibromes. Il est certain qu'à partir de 5 fibromes, là, l'échographie
peut être prise en défaut et il y aura la place à l'indication de l'IRM, mais qui sera sûrement indiquée dans environ 20 à 25% des cas seulement. Alors, les thérapeutiques actuelles, quelles sont-ils pour traiter les fibromes? Soit des traitements médicaux, mais les progestatifs, ce n'est pas un traitement du fibrome, ça fait grossir les fibromes et ça traite simplement l'hypertrophie de l'endomètre qui peut être associée. Il y a bien sûr les analogues, et je dirais un mot sur les antagonistes de la GnRH. On a eu une époque les SPRM, et vous savez très bien que les SPRM sont maintenant contre-indiqués. La chirurgie, eh bien la chirurgie, quel que soit l'âge, peut être une chirurgie radicale. On verra les indications qui peut être réalisée par voie vaginale, par voie célioscopique, par voie laparotomique, par la voie célioscopique vaginale, donc on appelle le V-node sous la robotique. Les myomectomies, là, elles sont en hystéroscopie, en cellule, en laparotomie et bien sûr en robot. Et puis, il y a des alternatives non chirurgicales qui sont l'embolisation, les ultrasons focalisés, la radiofréquence. Le choix du traitement, une fois de plus, va répondre à la question « Souhaitez-vous garder des possibilités de grossesse ?» Et c'est ça qui va vous guider sur la meilleure thérapeutique. Alors en premier, les fibromes sous-muqueux, ils sont clairement associés bien évidemment aux difficultés de grossesse parce que ça représente un obstacle à l'implantation. Ils sont là souvent symptomatiques puisqu'ils entraînent des saignements. Les recommandations ont maintenant 10 ans du Collège national de gynécologie obstétrique sont toujours bien sûr d'actualité, il n'y a rien de nouveau. Le traitement, c'est la résection hystéroscopique qui peut être fait sous anesthésie générale, sous anesthésie loco-régionale, voire hors bloc sous anesthésie locale, j'en dirai un mot. Ce qui est important dans la chirurgie du fibrome, c'est qu'il faut utiliser soit pas d'énergie, on verra le problème de la morcellation, soit de l'énergie bipolaire, mais limiter l'utilisation, voire ne pas utiliser l'énergie monopolaire qui majore le risque de synéchie, qui est la complication principale des résections de fibromes. Et lorsque vous faites une résection, il sera de bon ton de faire une hystéroscopie de contrôle 1 mois après pour justement diagnostiquer cette principale complication qui est la synéchie. Alors, ces chirurgies, lorsque les fibromes sont petits, 5, 10, 12 mm, eh bien, on va pouvoir les sortir des blocs opératoires pour faire le concept de chirurgie hors bloc qui a été favorisé avec les nouvelles modifications législatives depuis septembre 2020 qui nous permettent d'avoir le remboursement des actes, même chez des patients qui ne sont pas opérés dans un bloc opératoire, à la simple condition que les patients soient hospitalisés. Donc, pour faire une anesthésie locale hors bloc, eh bien, vous voyez les 4 petites croix qui correspondent au point d'injection de lidocaïne, de xylocaïne toute simple, et vous pouvez l'associer sous contrôle hystéroscopique ou à l'aveugle avec ce type d'aiguille avec une petite boule au bout pour le front utérin. Lorsque vous opérez les fibromes, eh bien, il y a des développements avec l'apparition de gels, de polymères qui vont peut-être représenter le futur de la prévention des synéchies. Et en fait, ces polymères sont mis à la fin des interventions pour venir combler cette cavité utérine. Et l'intérêt par rapport à l'acide hyaluronique qui reste 2 ou 3 jours dans la cavité seulement, eh bien, c'est de rester 8 jours dans cette cavité utérine. Alors, vous savez tous que les synéchies se produisent dans la première semaine. Donc, on a maintenant à disposition ce type de polymère qui peut-être est un élément protecteur. Les études vont venir. Alors, en termes de technique opératoire, diagnostique, je vous rappelle permettre de localiser les chirurgies classiques avec les résécteurs. La place, lorsque les fibromes sont localisés dans la paroi, dans l'angle, vous pouvez utiliser en fait une vaporisation de votre fibrome, préparation de la muqueuse par des agonistes de la chirurgie technique qui peut diminuer en la taille du fibrome, le risque de perforation d'une poche de vapeur, pendant la résection de l'énergie, donc peu ou pas de synéchie. Alors, on peut utiliser aussi la morcellation. Donc, vous voyez le morcellateur, peu importe la marque, qui va s'appliquer sur des fibromes. Alors, il y en a qui sont plutôt mous, comme sur ce film, et là, la chirurgie est rapide. Ceci peut être aussi des polypes fibreux. Parfois, ils sont plus résistants, mais cette technique a l'avantage d'être relativement rapide et pouvoir être utilisée
hors bloc, comme je le disais préalablement. Alors, les fibromes intracavitaires, ils sont de type 0, 1 ou 2. Les myomes, classiquement, jusqu'à 4 cm peuvent être opérés. On peut aller jusqu'à 4 ou 6 cm. Et Jean-Philippe vous dira tout à l'heure l'intérêt des traitements médicaux dans ce genre de situation. Bien évidemment, ces patients sont symptomatiques. Juste un commentaire, c'est que lorsque les fibromes apparaissent dans la cavité à peine visible, vous pouvez demander à l'anesthésiste de faire 10 unités de cytocine, donc de syntocinon. Quelques secondes après l'injection, on observe un bombement progressif du myome antérolatéral gauche qui apparaît de 3 cm de diamètre. Opérer beaucoup plus facilement. On est quasiment en temps réel sur ce film et vous voyez le fibrome. La question de la présence de récepteurs à l'ocytocine dans les utérus dans la cavité utérine. Alors, la révolution un petit peu, c'est l'apparition des mini-résectoscopes qui vont nous permettre d'opérer, quelle que soit la taille du fibrome, avec des résectoscopes de 18 French. Je vous rappelle, un French, ça fait 3,3 mm et qui permettent donc aisément d'opérer ces patientes avec des anses qui font 3 mm, qui vous permettent d'aller dans des angles et avec un accès très confortable. Et puis, les petits copeaux sont souvent plus faciles à retirer. Alors, y a-t-il un intérêt à un traitement préopératoire? On verra tout à l'heure l'intérêt des analogues, car l'intérêt, c'est réduire le volume et qu'il ne faut pas, en tant que chirurgien, dire « moi, je sais faire du 4 cm », c'est toujours plus facile de faire du 3 que du 4, donc n'hésitez pas à utiliser les traitements. Donc, quand vous utilisez un agoniste, je vous rappelle le mode d'action des agonistes, c'est un effet retard. Vous avez d'abord un flare-up avec libération de FSH et de LH, et ensuite la désensibilisation qui va permettre d'avoir l'activité. Globalement, pour diminuer le volume, en 7 semaines, c'est parfait. N'oubliez jamais que quand vous donnez un traitement préopératoire, vous pouvez avoir des migrations des fibromes, donc n'hésitez pas à refaire une imagerie à la fin du traitement médical préopératoire. L'intérêt de ces traitements, c'est parfois vous faire passer des fibromes de type 2 à des fibromes de type 3 et qui, là, pour la fertilité, ne vont pas nécessiter d'être opérés. Alors, il va y avoir un avenir thérapeutique peut-être avec l'apparition des antagonistes. Ça, c'est un futur, donc c'est ce qui sera discuté dans les années qui viennent. Le lien fibrome et fertilité, c'était juste pour la présentation. Je laisse Guillaume présenter. La seule problématique qu'il faut garder, c'est les patientes qui veulent garder leur possibilité de grossesse. La complication comme principale, c'est les synéchies. Et quand on fait des polymyomectomies, qu'on soit en laparotomie ou en laparoscopie, eh bien, il est important que au décours de ces interventions, en général 4 à 6 semaines après, de faire une hystéroscopie parce que vous pouvez trouver des synéchies. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez pu ouvrir la cavité utérine, ça c'est la première chose, et sinon lorsque vous suturez vos coques de myomectomie, eh bien, il peut y avoir des fils de suture qui passent dans la cavité qui vont être responsables de synéchies que vous retrouverez si vous faites une hystéroscopie post-opératoire. Alors, il y a bien sûr des indications d'hystérectomie, c'est le choix de la patiente. Il peut y avoir des échecs des thérapeutiques conservatrices. Il va falloir évaluer les comorbidités. Dans tous les cas, respecter cette RAC et puis respecter les ovaires jusqu'à 60 ans. En retirant les trombes, c'est ce qui se dit maintenant, puisque ça semble être un vrai effet protecteur sur les pathologies utérines. Alors, pour ce problème de saignement, l'Organisation mondiale de la santé a défini le concept du patient blood management, c'est il faut quasiment opérer les patientes en bonne santé, hormis la raison pour laquelle vous allez faire votre intervention, qu'elle soit un traitement conservateur de votre fibrome ou un traitement radical avec ce concept de la RAC. Donc, il ne faut pas que les patientes soient anémiques. Alors, bien sûr, il y aura toujours des indications d'hystérectomie, comme je vous dis tout à l'heure, quelle que soit la voie, par voie vaginale, par voie célioscopique, par voie laparotomique, par voie de Venox, par robotique, mais il y aura toujours des indications de voie abdominale sur les utérus très volumineux, mais ça doit descendre à moins de 20%. Le record qu'on a eu cette année dans mon service, c'est un utérus de 15 kg. Donc là, bien évidemment, c'est des indications de voie abdominale. Simplement,
pourquoi les chirurgiens commencent à s'interroger, c'est que la mortalité de ces chirurgies, elle existe. Vous voyez, pour les hystérectomies, c'est 150 pour 100 000 aux États-Unis. En France, c'est un peu moins, mais peut-être qu'on a des patientes moins obèses, moins morbides. Et puis la morbidité est estimée pour toutes ces chirurgies à 2000 pour 100 000, donc c'est loin d'être négligeable. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives? Oui, bien sûr, il y a l'embolisation, qui est une alternative extrêmement importante, à la seule condition, l'embolisation, que les femmes n'aient plus de désir de grossesse. Pourquoi? Parce qu'une des complications de l'embolisation, c'est ce que vous voyez sur ces photos, c'est l'apparition de synéchies avec ces microparticules qui ont été vers l'endomètre. Et tel que vous voyez sur ce film, les synéchies majeures que ça entraîne, eh bien, vous allez voir dans le film les petites particules qui vont arriver dans la cavité. Cette patiente était parfaitement guérie de tous ces symptômes de fibrome, c'est-à-dire des saignements, des douleurs, mais en fait, elle voulait une grossesse après. Et quand vous voyez ces synéchies majeures, eh bien, on n'arrive pas à les traiter. Et en tout cas, dans notre expérience, eh bien, les synéchies post-embolisation, c'est moins de 10% d'enfants vivants par rapport au traitement que l'on peut faire versus 50% dans les autres indications de synéchie. Donc, gardez à l'idée que l'embolisation, c'est très efficace, mais peut-être pas chez les patientes qui veulent des enfants, même s'il y a quelques publications qui montrent des grossesses, bien évidemment. Alors, vont apparaître les ultrasons focalisés. Ces ultrasons focalisés peuvent être utilisés par voie IRM. Il y a qu'un centre en France à Bordeaux qui le fait. Et puis, ce qui va bientôt arriver, c'est les ultrasons focalisés par voie échographique. Je vous rappelle que les ultrasons focalisés, c'est la convergence d'ultrasons vers le fibrome, dont l'idée, c'est d'entraîner un échauffement brutal et intense des cellules qui vont les faire éclater. Donc, il va y avoir une hyperthermie, une cavitation avec une production de microbules, et donc cet effet mécanique. Et donc, cet ultrason focalisé, eh bien, a montré la grande efficacité. On n'a pas besoin d'une anesthésie générale, c'est une IV-sédation. Vous voyez, la patiente est mise sur une table dans laquelle il y a un trou par lequel vont arriver les ultrasons tels que vous voyez sur ce film, qui va cibler directement, puis le générateur vous donnera le temps de traitement qui est habituellement entre 30 et 60 minutes en fonction du volume des fibromes. Alors, il y a eu des études qui ont montré que quand on compare avec les autres techniques, eh bien, il y a plus de complications dans le groupe chirurgie et myomectomie dans le groupe ultrason focalisé, qu'il y a une meilleure réponse en termes de symptômes et qualité de vie pour l'embolisation, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, l'embolisation, on ne peut pas la faire quand il y a un désir de grossesse, alors que les ultrasons focalisés, eh bien, il y a plusieurs séries avec un taux de grossesse important, sans complications particulières. C'est tellement important que le NICE en Grande-Bretagne a pu définir en fait la place dans la stratégie thérapeutique des fibromes, quels que soient les âges, des ultrasons focalisés, avec un remboursement qui est équivalent à 4 150 pounds, c'est-à-dire à peu près 4 500 € par patiente. Alors, ces ultrasons, ça paraît efficace, c'est beaucoup moins cher que la chirurgie, ça donne une très bonne qualité de vie, il y a peu de complications obstétricales. Que faisait la France? Rien, jusqu'à ce que la SCGP puisse demander à la Haute Autorité de Santé la classification de cette technique. On vient d'obtenir l'accord, donc actuellement il y a des discussions pour les indications et le niveau de remboursement, et normalement fin 2023, début 2024, eh bien vous verrez arriver l'utilisation des ultrasons focalisés sous contrôle écho, et ça a été un élément important que la Société de chirurgie pelvienne a permis d'obtenir. Alors, autre technique, c'est la radiofréquence pour les fibromes, qui peut être fait sous contrôle écho ou sous contrôle célio. Là, c'est sous contrôle écho-guidé ou par voie célio. Le principe est simple, hein, on va mettre dans le fibrome des petites aiguilles qui vont venir directement dans le fibrome. L'écho va bien regarder où elles sont situées et puis le générateur va calculer le temps de traitement. Et pour des fibromes tels que vous voyez, c'est 30 à 60 minutes de traitement. Là aussi, on a une persistance de l'amélioration des symptômes au-delà d'un an. Il y a une réduction significative du nombre de jours où les fibromes sont symptomatiques avec une vraie amélioration des scores de qualité de vie. Alors, cette radiofréquence, elle peut être faite aussi sous contrôle écho, tel que vous voyez là, où le fibrome va être ponctionné avec ses aiguilles et donc va
disparaître petit à petit. On fait ça spot par spot. Là aussi, en fonction de la taille, le temps de traitement est de l'ordre de 30 à 60 minutes, avec des spots qui durent environ moins de 60 secondes. Et puis, il y a des voies où on traite par voie endo-utérine, mais je vous le présente, mais ça sera a priori pas utilisé en France, car pour l'instant, c'est beaucoup trop cher et la société qui le commercialise ne veut pas diminuer ses prix. Alors, quelle va être la bonne indication, aussi bien des ultrasons focalisés que la radiofréquence? Probablement les fibromes type 2,5 ou 3,5, ou les gros fibromes 0,1 ou 2 très volumineux, pour améliorer les chances de fertilité. Donc, l'avantage de tout ça, l'écho, c'est moins invasif que la cellio. Cependant, les résultats sont à peu près similaires. Et la voie basse écho-guidée, eh bien, le risque de plaie d'organes de voisinage, il est faible à condition qu'on respecte une zone de sécurité autour du fibro. Alors, pourquoi la diffusion est encore limitée? Il y a une sorte de résistance technique, de résistance financière, de résistance organisationnelle et professionnelle. L'intérêt de faire des webinaires comme on fait ce soir, c'est justement de dire on va pouvoir l'utiliser parce que ce que pensent les femmes de toutes ces évolutions, c'est que moins il y aura de cicatrices, mieux elles seront contentes. Et si on peut traiter leur fibrome de manière la moins invasive possible, elles vont dire oui. Donc, pour conclure, il faut innover. Quand on innove, il faut évaluer le coût pour l'accessibilité aux nouvelles techniques, il faut apprendre, faut faire l'auto-formation et du compagnonnage. Je vous rappelle qu'Einstein disait qu'une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais innové. Donc, l'innovation est un élément important. Je vous remercie de votre écoute. Je vous rappelle que tous ces éléments autour du fibrome seront également discutés dans moins d'un an sur le congrès mondial de la FIGO qui aura lieu à Paris. Donc, je vous invite à être présent pour continuer le dialogue qu'on va avoir ce soir. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais donner la parole à Guillaume. Nous ferons les discussions tous les trois. À la fin des trois présentations, Guillaume, je te donne la parole. Merci de votre écoute. Merci Hervé. Merci à Besoin de me donner l'opportunité de parler. Donc, je vais continuer avec la fibrofertilité. Merci Hervé de ton introduction qui résume parfaitement ce que je vais exposer, qui introduit parfaitement ce que je vais exposer tout de suite sur l'impact de fibrome et fertilité. Donc, on le sait, globalement, les fibromes, c'est à peu près 30 à 40%. Il y a une relation entre 30 à 40% de fibromes et infertilité. C'est pas toujours simple d'isoler la part des fibromes dans l'infertilité, la part d'infertilité imputable aux fibromes. L'infertilité est souvent polymorphe et plurifactorielle, mais on voit que les fibromes, en tout cas, quand on regarde les séries, il y a 2 à 3 fois plus de fibromes chez les patientes infertiles que chez les patientes non infertiles. Donc, il y a un vrai impact du fibrome. Qu'est-ce qu'on va se poser comme question ce soir? C'est quel impact des fibromes sur la fertilité, bien évidemment, que ce soit en conception spontanée ou en médecine de reproduction. Quels sont les impacts des fibromes sur la grossesse? Et puis, quel est l'impact du traitement du fibrome sur la fertilité? Hervé a commencé un petit peu à vous présenter les stratégies et un petit peu, on va décliner un petit peu ces différentes techniques sur la thématique propre de la fertilité et des données, au vu des données actuelles. La physiopathologie, je vais passer rapidement sur cette diapositive parce qu'elle est assez large. Il y a bien évidemment des impacts directs sur la cavité, des impacts vasculaires, des impacts sur la contractilité de l'utérus, une origine génétique entre fertilité et fibrome, un impact direct du nombre de la taille, une modification environnementale, des obstacles mécaniques. En tout cas, on sait très bien que le rôle du fibrome, il est réellement plurifactoriel dans l'infertilité. C'est très important, et je vais passer rapidement parce que Hervé vous l'a parfaitement montré, c'est de quel fibrome on parle, et tous les fibromes n'ont pas le même impact dans l'infertilité, et il est essentiel de bien classifier les fibromes pour savoir exactement de quel fibrome on parle, et bien guider les patientes. Il faut absolument que maintenant, la FIGO, qui a plus de 10 ans maintenant, elle soit diffusée parce qu'on va le voir, les fibromes les plus délétères pour la fertilité, c'est les 0,1,2. On ne peut pas se contenter d'une écho avec utérus polymyomateux pour prendre en charge les patientes infertiles. Il faut qu'on ait une classification plus précise.
Donc, de quoi je vais parler ce soir? Un petit peu je vais m'appuyer sur les recommandations françaises, les recommandations canadiennes de 2015, les recommandations américaines de 2017. Vous allez voir, heureusement qu'Hervé a parlé des nouveautés en termes de chirurgie et que Jean-Philippe a parlé des nouveautés en termes de traitement, parce que finalement, sur fibrome et infertilité, moi, j'ai pas grand-chose de neuf à vous proposer. On tourne toujours avec les mêmes données depuis plus de 10 ans, presque 15 ans maintenant, avec cette méta-analyse de Pritz qui est de 2009, donc à 13 ans, qui a bientôt 14 ans, qui fait toujours autorité sur l'impact des fibromes et de la fertilité, même si ça nous paraît du quotidien pour nous gynécos. Ce qu'on sait, c'est que finalement, les fibromes, on regarde cette méta-analyse de Pritz, publiée dans Fertilité donc en 2009, sur 23 études, il n'y en avait que 4 en procréation naturelle, mais on voit qu'il y a un impact direct des fibromes sur les taux de grossesse, les taux de naissance vivante, les taux d'implantation, donc un effet négatif de ces grossesses. Il y a un impact, quand on détaille un petit peu les fibromes, réels des fibromes sous-muqueux, avec une diminution par 3 des taux de grossesse vivante, pareil, à peu près pareil des taux d'implantation et des taux de grossesse, et une augmentation des taux de fausse couche. Donc, retenez à peu près un facteur diminutif par 3 des chances de grossesse, un impact direct de ces fibromes sous-muqueux. Je ne sais pas présenter la slide sur les fibromes sous-séreux, mais vous le savez, et c'est bientôt même bien démontré qu'il n'y a pas d'impact des fibromes sous-séreux. Donc, je parle de fibromes sous-séreux, mais je devrais parler de fibromes 5, 6 et 7 selon la nouvelle classification, mais qui n'existait pas à l'époque de Pritz. Sur la fertilité, en revanche, il y a un impact des fibromes intramuraux direct sur la fertilité, comme vous pouvez le voir avec une diminution par 2 des taux d'implantation et des taux de naissance vivante dans les études prospectives. Quand on regarde chez les patientes qui sont bien évaluées par hystéroscopie, également un impact direct. Quand on regarde l'effet global, là aussi un impact direct négatif des fibromes intramuraux sur la fertilité. L'autre mécanisme qui fait autorité, c'est celle qui s'intéresse plus particulièrement à la population de femmes infertiles de Sunkara et qui retrouve globalement les mêmes effets du fibrome, notamment du fibrome intramural, parce qu'on a vu que le sous-muqueux, il est clairement négatif, le sous-séreux, il n'a pas d'impact négatif, et l'intramuraux, il diminue en gros par 2 les chances de grossesse en fille. Quand on regarde un petit peu la taille du fibrome dans cette population de patientes infertiles, on se pose souvent la question, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 6, est-ce que c'est 7 cm qui impactent? Finalement, on n'a pas des données très propres. On a des 2 séries rétrospectives, une de Yann qui a été publiée dans les années 2010 avec cette cohorte rétrospective de 200 patientes, FIVIXI, et on retrouve un impact du fibrome négatif dès 3 cm finalement sur le taux de naissance vivante, ce qui est un peu la même chose par Christopoulos sur des fibromes comparés à des femmes qui n'avaient pas de fibromes mais qui étaient prises en charge en AMP, en FIV et en ICSI, et qui retrouvaient exactement la même chose si vous regardez la ligne fibrome moins 3 mm, 30 mm, pas d'impact, fibrome plus 3 cm finalement, une diminution avec des odds ratios de 0,39, 0,4, donc plus d'un facteur 2 de diminution des chances de grossesse. On verra tout à l'heure, je mets un petit haut là, c'est pas parce que les fibromes impactent négativement les chances de grossesse que malheureusement de les opérer restaure à l'intégrum les capacités de fertilité, et ça c'est un message fort, et on verra la place dans les années à venir, parce qu'on n'a pas forcément des données actuellement, mais des nouvelles technologies que je viens vous présenter, Hervé, sur la fertilité, ça sera réellement passionnant. Vous allez me dire, c'est bien beau, ok, on a un impact du fibrome sur la fertilité, mais qu'en est-il des fibromes pendant la grossesse? Donc, pour les collègues qui sont un petit peu plus obstétriciens, il y a bien sûr un effet négatif également des fibromes sur la grossesse, même si actuellement, il n'y a pas d'indication à aller traiter un fibrome uniquement pour prévenir les impacts négatifs de la grossesse. Il faut quand même être conscient quand on suit une patiente avec un fibrome qui a un impact négatif. Et si on peut avoir des traitements médicaux qui diminuent la taille des fibromes en préconceptionnel, en prévision d'une fertilité spontanée ou d'une fertilité assistée, ça peut être intéressant. On sait que ça augmente les risques de fausses couches spontanées, ça augmente le risque de douleur avec les nécrobioses acétiques qu'on en a tous régulièrement dans nos services,
Ça augmente les troubles de la placentation pour les placentas prévia, pour les hématomes rétroplacentaires. Ce n'est pas tellement le problème finalement des retards de croissance, ni même des accouchements prématurés, puisque finalement, même s'il y a des cas de réels accouchements prématurés induits par des fibromes qu'il va falloir opérer, finalement, le ratio est d'1,5, donc finalement assez faible sur ce risque propre. C'est à peu près la même chose sur le retard de croissance. En revanche, pour les provoies basses, il y a quand même un risque de presque multiplié par 4 de césarienne en cas de présence d'un fibrome, du fait des présentations dystociques qui sont très, très fréquentes, même si, il faut rassurer une patiente, il y a plus de 75% des patientes avec un fibrome qui accoucheront normalement par voie basse sans aucun problème. On est tous au fait du risque d'accouchement compliqué d'une hémorragie du postpartum et éventuellement les complications thromboemboliques du postpartum qui peuvent parfois survenir également plus fréquemment en cas de fibrome du fait notamment d'une gêne au retour veineux. J'en parlais un petit peu. Maintenant qu'on a dit que finalement les fibromes impactaient la fertilité, donc pas les sous-séreux, des sous-muqueux par un facteur 3, les intramuraux, on va dire par un facteur 2, et ce peut-être des 3 cm en tout cas pour la fertilité en FIV. Pour la fertilité spontanée, les études elles sont assez faibles. Vous avez vu, c'était 4 sur 23 pour Pritz. Finalement, il y a une méta-analyse que je ne vous ai pas présenté faute de temps, récente de Somigliana, publiée dans RBM Online en 2021, qui se pose la question de savoir s'il y a un impact réel des impacts en fertilité spontanée, mais en gros, c'est à peu près du même ordre, peut-être un impact, ça diminue par 2 les chances de grossesse spontanée, même si on n'a pas réellement les preuves et qu'on a besoin de plus de data, même en 2022, même si c'est la première cause d'hystérectomie, comme l'a dit Hervé en France, il manque de données sur les fibromes. Ça reste un petit peu toujours dommage pour nous, gynéco-obstétriciens, de se dire il nous manque des données sur la pathologie la plus fréquente qu'on traite quotidiennement, mais c'est malheureusement les mystères parfois de la médecine. La question est-ce qu'on va réussir à restaurer finalement la fertilité de nos patientes en les opérant, en les hormonisant, en les traitant par IFU, en les traitant par radiofréquence, en les traitant médicalement. Le problème de la myomectomie, on le sait tous, c'est qu'il y a des problèmes d'adhérence, de synéchie. On le sait, quelles que soient les techniques, il peut y avoir des complications. Donc, quand on regarde l'impact de la résection hystéroscopique, c'est généralement une chirurgie qui est quand même assez peu synéchiante, surtout si on utilise du matériel bipolaire, voire de l'énergie purement mécanique, comme vous a présenté Hervé. On va restaurer pratiquement ad integrum les capacités de fertilité de nos patientes. Donc, c'est vrai que c'est pourquoi tous les fibromes finalement sous-muqueux, les 0, les 1, les 2, il faut traiter les patientes, quel que soit leur désir de grossesse. Si elles ont une jeune patiente de 22 ans, de 23 ans, qui n'a pas forcément de désir immédiat de grossesse, qui a un fibrome, il faut aller l'opérer. Le fibrome peut grossir, il n'y a pas forcément une urgence à le faire là tout de suite. On peut attendre qu'elle ait fini ses partiels et l'opérer tranquillement sur l'été, mais elle va saigner, elle va diminuer sa fertilité, alors que la chirurgie faite par des opérateurs qui connaissent l'hystéroscopie vont finalement lui restaurer à l'intégrum ses chances de procréation. Donc en gros, on remultiplie par 2 les taux de grossesse après résection hystéroscopique. Ça a été démontré par Pritz, ça a été confirmé par Bustel de la même manière. Vous voyez le risque corrélatif à 1,9, donc on multiplie par 2 les taux de grossesse, les taux de naissance vivante, les taux d'implantation. Donc globalement, les recommandations qui datent un petit peu du collège sont toujours d'actualité. Tous les fibromes peuvent être resséqués, 0 type 1 et doivent être resséqués chez patientes en fertilité spontanée ou chez patientes désireuses de grossesse, qu'elles soient symptomatiques, bien évidemment, ou qu'elles aient un désir potentiel. Ou la patiente qui ne veut absolument pas de grossesse, peut-être qu'il faut se poser la question d'aller l'opérer si elle ne saigne pas, bien évidemment. C'est possible jusqu'à 4 cm, voire 6 cm, avec plusieurs résections possibles. Il y aura probablement intérêt à faire diminuer la taille des fibromes, comme vous l'a dit hier. Jean-Philippe en parlera juste après. On va passer le film pour laisser la place aux questions. On a vu les nouveaux instruments qui arrivent. Je rappelle juste le taux de synéchie. Si vous êtes équipé en monopolaire, équipez-vous en bipolaire, puisque synéchie après résection de fibromes, c'est à peu près 30% dans les séries, 7%
dans la série de Cyril Touboul publiée avec Hervé pour du bipolaire, c'est peut-être probablement moins avec des instruments sans électricité. On n'a pas encore les données. Donc, Hervé vous a montré les morcellateurs. Il y a des systèmes avec ciseaux. Voilà. Donc, il n'y a pas de. Je vais passer rapidement là-dessus, mais il faut savoir utiliser ces nouveaux instruments. L'hystéroscopie ne doit pas rester le parent pauvre des innovations. Ça reste de la chirurgie qui rend service tous les jours, quotidiennement, à nos patients. L'impact de la myomectomie en procréation spontanée, donc on a vu un réel impact pour les fibromes sous-muqueux, 0, 1 et 2. Pour les fibromes qui impactent la cavité, il y a un seul essai qui existe, c'est l'essai de Cassoni qui nous démontre que dès lors qu'un fibrome impacte la cavité, finalement, il y a des meilleurs taux de grossesse et en cas de chirurgie par rapport aux patientes qu'on laisse avec leur fibrome qui impactent la cavité. En revanche, on a du mal à démontrer, et ce n'est pas démontré actuellement, pour les fibromes qui n'impactent pas la cavité. Et c'est là-dessus que finalement, on a encore beaucoup à prouver. Et finalement, comment on va traiter, quelle taille on va traiter, ça reste vraiment un sujet de débat et c'est passionnant pour les années à venir. Mais par contre, un fibrome 2,5 qui impacte la cavité, il va falloir le traiter. Et vous allez améliorer votre fertilité en le traitant. Pour les fibromes qui n'impactent pas, les 3, les 4 qui ne sont pas symptomatiques, les fibromes symptomatiques, c'est les fibromes qui saignent, c'est une autre discussion, bien évidemment, qu'un fibrome qui saigne. On va aller plus, on va se poser la question de le traiter. Après, comment on va le traiter, ça reste un débat. On en discutera probablement tout à l'heure vis-à-vis des questions, mais un fibrome qui impacte la cavité, dans un but de fertilité, il faut aller le traiter. Le fibrome de 2 cm intramural, il ne faut pas le traiter pour l'instant. Le fibrome de 3 cm pour l'instant non plus. Dans les recommandations françaises, c'est 5 cm. Ce seuil, il est discutable. Après, probablement qu'il va être modulé en fonction de l'évolution de la place des techniques. Hervé vous a parlé de diffus, de la radiofréquence, où on reste quand même. Moi, je reste un petit peu plus prudent qu'Hervé pour l'instant dans la place de ces techniques. Ça doit se faire dans le cadre de protocole de choc, je vais en revenir après, mais sûrement que ça va totalement être modifié et on va avoir des indications de traiter des fibromes de 3 à 4 cm chez des patientes infertiles avec de l'ITU, avec de la radiofréquence dans les années à venir. Donc, Pritz confirmait le fait qu'il n'y avait pas d'intérêt à traiter des fibromes intramuraux purs par la myomectomie, qu'il n'y avait pas réellement, malheureusement, d'effet. Après, vous voyez les deux pauvres études, finalement, qui s'intéressent à ce sujet, qui concernent pratiquement toute la population mondiale. Quand on regarde des études anciennes où c'était des études essentiellement rétrospectives, on fait un petit peu la même chose actuellement avec l'ismocèle, où on dit ouais, c'est super, traiter l'ismocèle, il y a 40% finalement de taux de grossesse. C'était un petit peu la même chose en début des années 2000 avec le fibrome, avec des taux de grossesse qui sont corrects de 45-50%. On ne sait pas vraiment ce qu'on fait quand on traite tous les fibromes pour améliorer la fertilité, en tout cas intramuraux, qui n'impactent pas la cavité. Ceux qui impactent la cavité, leur sort est déréglé, il faut les traiter. Il y a des complications évidentes de la myomectomie, des adhérences, on en a parlé, des synéchies, on en a parlé, même si on utilise de l'énergie bipolaire, c'est environ 7%. Le risque de rupture est toujours excessivement difficile à évaluer. On parle d'1%, il est probablement moindre. On a des données pour dire qu'il faut probablement attendre un petit peu plus. Il faut peut-être probablement être un petit peu plus, prudent, pas prudent, mais plus confiant vis-à-vis de nos futurs maintenant et peut-être attendre un petit peu moins pour autoriser la grossesse, mais ça reste des sujets de débat quotidien. La place des barrières, on en a parlé. Est-ce qu'il faut mettre de l'acide hyaluronique? Est-ce qu'il faut mettre Homonlif? On ne sait pas encore, mais en tout cas, pour moi, la meilleure des barrières, même si la myomectomie hystéroscopique elle donne presque pas de synéchie, ça reste d'aller faire une hystéroscopie à 6 à 8 semaines après une chirurgie. Quand on fait des myomectomies, même sans ouvrir la cavité, il faut aller faire des hystéroscopies également. C'est Perrine Kapmas qui avait démontré ça, parce qu'on trouve des synéchies intra-utérines. Quand on ouvre la cavité, on a un taux de synéchie qui est nettement supérieur. Je ne pense pas que la problématique elle soit réellement sur le risque de rupture utérine, est-ce qu'on a ouvert ou pas la cavité, c'est surtout sur le risque de synéchie qu'il faut se poser la question, en tout cas
après toute pneumectomie hystéroscopique ou robot, célio, laparo, il faut aller faire une hystéroscopie pour aller dépister, éventuellement traiter. Quel délai de prise en charge après une pneumectomie? On n'a pas, voilà, on sait pas. Classiquement, certains disent 1 an, ils vont césariser. On n'a aucune donnée pour soutenir finalement ce choix-là. J'avoue que je suis un petit peu plus light maintenant que quand j'étais un peu plus jeune. Ça dépend vraiment de la patiente et on va pouvoir finalement autoriser relativement rapidement, après 3-6 mois, je pense, une grossesse. Il y a la place de la cryopréservation ovocytaire également avant pneumectomie. Quand on a des patientes qui sont un petit peu limite en âge, il faut pouvoir finalement se saisir de cette possibilité-là. Comme ça, on est plus serein. Si on est un peu plus prudent et qu'on veut attendre 1 an, et ben on peut attendre 1 an. Les ovocytes, les embryons sont préservés. On pourra faire le transfert au découp. Donc finalement, est-ce qu'il reste une place pour la pneumectomie voie haute, qu'elle soit célio, robot ou laparo? Les Canadiens qui ont publié nos recos après nous, finalement, restent un petit peu sur nos données de plus de 5 cm qui soit impactent la cavité, soit finalement qui sont symptomatiques. Donc ça nous arrange bien. Les recos françaises en cas de ménorrhagie, c'était les fibromes uniques, moins de 9 cm, on pouvait faire une cellio ou voilà, maintenant avec le robot, on peut aller bien évidemment au-delà. Il faut tenir compte quand même de l'importance de la composante intramurale et de la localisation. Certaines occasions près des cornes peuvent être un petit peu touchy par cellio pure et peut-être doivent être du ressort du robot ou de la laparotomie. Une mini-laparotomie a des effets parfois qui sont, on les suit maintenant avec la RAC dont a parlé Hervé, qui sont finalement très séduisantes et qui permettent de traiter parfaitement les fibromes. Les polymyomectomies, où je suis moins finalement confronté, moi qui suis venu en province alors que j'avais travaillé à Paris avant, doit rester une indication en alternative à l'embolisation. Donc il faut garder à l'esprit qu'elle est très délétère pour la fertilité des patientes. C'est ce que vous a dit Hervé Fernandez, même si les recommandations ménohydrargie laissent une porte ouverte pour l'embolisation chez les patientes infertiles. Je pense qu'il faut rester très très prudent avant de proposer une embolisation chez une patiente en désir de grossesse qui est une embolisation. Je vais vous le dire après, pour moi elle est contre-indiquée. Donc les polymyomectomies, c'est tous les fibromes finalement intramuraux et sous-séreux de grande taille, plus de 9 cm. Quand on en a plusieurs, on va essayer de faire une laparotomie, si possible une mini-laparotomie. Donc quelles alternatives on rentre justement dans ce sujet chez la patiente infertile? L'embolisation, la radiofréquence, on l'a vu, par Célio, qui aura probablement un meilleur avenir que le guidage écho, même si c'est séduisant le guidage écho, mais d'un point de vue coût, ce n'est pas raisonnable. Les ultrasons focalisés, pour le coup, j'espère que ce sera l'échographie qui remportera le duel vis-à-vis de l'IRM également pour des raisons de coût. Pour l'instant, les recommandations actuelles qui datent un petit peu en France contre-indiquent en dehors des PHRC. On a besoin de données un petit peu plus poussées avant de le diffuser. Ça doit rester dans le cadre de protocoles de recherche. L'embolisation, là encore, doit être vraiment très prudente et il ne faut pas la faire. En résumé, qu'est-ce qu'on doit faire devant une patiente qui a un fibrome et qui vient pour un désir de grossesse ou pour une infertilité? Donc, on sait, il faut l'informer de l'impact des fibromes sur la fertilité. Les fibromes sous-muqueux, des 0, 1, 2, ils ont clairement un impact. Les fibromes 3, 4 également, notamment ceux qui font plus de 3 cm. Les fibromes hybrides 2, 5, c'est logique puisqu'ils ont un impact comme vous le voyez sur le schéma, sur la cavité. Donc, eux, ils sont délétères. En revanche, les fibromes 5, 6 et 7, ils n'ont pas d'impact sur la fertilité, donc on n'y touche pas. On va y toucher uniquement s'ils sont compressifs. Mais ce n'est pas mon sujet ce soir. Et puis, sur l'impact de la myomectomie, quand est-ce qu'on va finalement apporter réellement un bénéfice à la patiente par notre chirurgie, puisqu'on n'a pas totalement de recul sur les technologies nouvelles, c'est vraiment pour les fibromes qui impactent la cavité, les 0, 1, 2 et les 2, 5, qu'il faut traiter pour l'instant plutôt par voie haute, on va dire, au général, mais peut-être il y a un réel intérêt de la radiofréquence qui est pour l'instant déjà disponible en France, même si
je suis un peu prudent sur les patientes en désir de grossesse. Est-ce qu'il y a, et peut-être qu'il faut traiter quand même les patientes avec des fibromes 3 ou 4 de plus de 5 cm. C'est les recommandations françaises actuelles que je suis personnellement pour améliorer la fertilité, même si les données ne sont pas encore suffisantes. Pardon, je suis revenu en arrière. Et en tout cas, il ne faut pas traiter les fibromes sous-séreux pour un désir de grossesse ou pour augmenter les chances de grossesse chez une patiente, qu'elle soit en conception spontanée ou en infertilité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Guillaume. Jean-Philippe, à toi. Je vais essayer de vous parler surtout de traitements agonistes, même si vous verrez que les publications qui ont eu lieu les 10 dernières années étaient surtout sur l'UPA, sur le acétate, le prestilacétate, qui a donné pas mal de publications. Et ce qui était pas mal aussi, qui m'a bien arrangé en bibliographie, c'est que c'était surtout les agonistes qui étaient comparés. Donc, ça nous donne des données indirectes sur ce traitement. Donc, quel est le contexte finalement de la myomectomie lorsqu'elle est indiquée? Évidemment, il y a le contexte, c'est que la myomectomie, enfin pour ma part et personnellement, c'est pas forcément l'opération que je préfère, même si ça peut vraiment rendre mon service. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut vraiment bien sélectionner les patientes, puisque c'est une intervention chirurgicale, notamment par célioscopie, qui peut être un peu compliquée. Il y a la phase de dissection, et la phase d'extraction, la phase de suture, et la phase de morcellement, qui n'est pas forcément évidente non plus. Donc, c'est des interventions chirurgicales qui sont potentiellement hémorragiques, difficiles, et également pour lesquelles il faut avoir certaines conduites à tenir sur les énergies. Raison pour laquelle le traitement hormonal préopératoire, finalement, qu'est-ce que cela apporte? Quelles en sont les conséquences techniques? Et finalement, avec un traitement hormonal, est-ce qu'on peut avoir une tentative d'arbre décisionnel? Donc, concernant les problématiques chirurgicales, tout a été quasiment évoqué. Mais effectivement, quand on croise un petit peu les données, on se rend compte que parmi l'incidence et la prévalence des fibromes, on s'aperçoit qu'évidemment, c'est un petit peu plus vers l'âge de 40 ans et que, comme l'a bien souligné Hervé, dans les nouvelles lois sur la préservation, sur la possibilité de don de gamètes, etc., effectivement, on a des demandes de fertilité qui augmentent, l'apparition de ce type de pathologie aussi, et que même si la classification aujourd'hui nous aide beaucoup, ça rend pas forcément facile le choix des thérapies et surtout des thérapies combinées et des prises en charge combinées médico-chirurgicales, car à l'instar de l'endométriose, où je pense qu'il n'y a pas assez encore de corrélation médico-chirurgicale et d'interpénétration des traitements, puisque la chirurgie, ce qui est souvent demandé à la chirurgie, c'est d'être parfaite, alors qu'on peut très bien faire des chirurgies qui soient mini-invasives avec des résections toutes partielles de fibromes, peut amener beaucoup de satisfaction chez ces patientes, surtout si c'est un traitement médical qui est efficace. Alors évidemment, tout autour de cette myomectomie se rajoutent plusieurs items. Un, l'obésité malheureusement galopante pour ce type d'opération qui n'est pas forcément facile. Les attitudes en cas de récidive et surtout dans les maladies myomateuses, où on sait qu'on peut penser avoir tout enlevé, mais malheureusement on peut laisser pousser des petits fibromes, et notamment l'anémie, pour lequel on sait, et ça a été souligné par Hervé, mais ça, ce sont des résultats qui sont assez impressionnants sur l'anémie préopératoire en général, c'est que ça augmente vraiment la mortalité à 30 jours, et qu'une anémie préopératoire augmente vraiment jusqu'à 2, voire plus de les morbidités. Et la mortalité post-opératoire, c'est pas corrigé par une transfusion périopératoire, y compris une autotransfusion. Et donc, ça met vraiment les patientes en danger. Et je dirais que dans le traitement hormonal, et souvent la demande pressante des patientes, puisque aujourd'hui, l'accès à la gynécologie moderne se fait plus lente, les patientes souvent arrivent en consultation avec une demande très rapide de chirurgie. On peut être tenté d'avoir une programmation assez rapide, comme le disait Guillaume, alors qu'effectivement, à ce moment-là, il faut prendre son temps. Donc, que va nous apporter le traitement hormonal? Donc, concernant les agonistes, en général, un traitement
agonistes se donnent sur 3 mois. Alors, on peut perdurer, mais vous connaissez aussi la problématique des effets secondaires. Et quel va être finalement le mécanisme? C'est une vasoconstriction de la vascularisation périphérique avec une réduction de l'angiogénèse et donc le travail sur cette couche et sur la pseudocapsule sur laquelle on va revenir. Il y a vraiment des résultats très importants puisque, au final, dans cette réduction de volume, cette étude qui avait été donc menée en 2020 avec une réduction très importante sur l'euproïde acétate versus UPA de 31 à 63%, et surtout de la réduction de l'index vasculaire qui n'était pas forcément donc la panacée du traitement par UPA, et la réduction de l'index vasculaire est vraiment la physiologie de la réduction du volume et également de la diminution donc des ménométrorragies. Donc dans l'étude de Pearl 2, donc qui donc avait été faite sur l'esmia, mais en comparaison avec l'euproline, l'acétate de l'europroline, en fait, on voyait que il y avait pour les agonistes une très très importante réduction des fibromes 3 mois après, et qui donne le médicament finalement qui est le plus efficace sur le côté volume. En ce qui concerne la topique de l'anémie et des ménométrorragies, cette réduction, alors j'ai retrouvé seulement cette étude, toujours en comparaison avec l'UPA de 2012, où l'UPA effectivement était assez fort pour réduire très rapidement, mais finalement, à les agonistes, on avait également à la fois une aménorrhée secondaire qui était permanente, mais très intense, et également une rapidité qui sera rattrapée au bout de 20 jours, ce qui permet aux patientes rapidement de récupérer une hémoglobine et une réserve ferrique convenable pour une intervention chirurgicale, en sachant qu'il est recommandé en préopératoire, même s'il y a des formes mensuelles qui peuvent être données, mais de donner une forme plutôt trimestrielle. Alors, le plus important et la plus mauvaise réputation des traitements médicaux finalement, et la résistance de certains chirurgiens par rapport aux traitements médicaux, ce sont les conséquences techniques. Ces conséquences techniques, il y a eu beaucoup de travaux effectués, donc y compris dans beaucoup d'universités, sur finalement la pseudocapsule, parce que finalement, c'est ce qui change le plus dans la modification du fibrome. Parce que, vous le voyez sur ce petit film qui m'a été prêté par Robert Agostini, on voit très bien cette pseudocapsule. Alors, avec la traction, chacun sait que lorsqu'on fait l'incision du fibrome, on le tient avec un pozzi, en fait, finalement, on a moins de saignement. Mais vous voyez, quand on relâche, on peut avoir des pseudocapsules et des dissections qui sont plus ou moins embêtantes et moins faciles. Tout simplement parce que ce phénomène des analogues et des embolisations est bien connu. Donc, il y a une nécrose de cette pseudocapsule, la sécrétion de cytokines et l'apparition de contractions utérines. Ces contractions utérines, vous le verrez sur une publication japonaise que je vous inviterai à lire sur l'association contraction utérine et fibrome est très intéressante. Mais finalement, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la fois, il va y avoir une réduction du volume, un travail sur la pseudocapsule, une modification du collagène de la matrice extracellulaire qui va en fait déstabiliser les propriétés et les contraintes physiques sphériques du fibrome, parce que voilà, un fibrome, c'est connu. Ce qu'il y a de commun entre tous les fibromes, c'est pas forcément la consistance, c'est pas forcément la dissection, mais c'est son caractère sphérique et donc sa capacité à être instable dans l'utérus. Donc, les Japonais travaillent énormément sur les contractions utérines et la présence de fibromes. Donc, ça dépasse un petit peu le débat qui m'est consacré sur la chirurgie. Mais dans cette étude qui avait été réalisée à partir de ciné-IRM, c'est-à-dire le fait d'enregistrer au long cours et de filmer des patientes qui avaient un utérus fibromateux, montrait très rapidement et de façon très claire que l'utérus porteur de fibromes avec des contractions à haute fréquence, alors que quand on retirait les fibromes, les patients présentaient des contractions toujours, mais de plus basse fréquence. La relation était que, en fait, l'implantation utérine a été améliorée par la réduction du fibrome, soit
par myomectomie, ce qui était fait par l'étude, mais très probablement, et j'ai pas retrouvé d'études sur les traitements conservateurs, ultrafréquence ultrasons, qui, logiquement, pourraient améliorer la diminution des contractions utérines. Toujours est-il que ces contractions utérines, lorsqu'il y a un traitement hormonal et une réduction donc du volume myomateux, évidemment, quand on presse l'utérus de façon équivalente des deux côtés, il n'y a pas forcément de migration, mais dès que vous avez des contractions utérines avec une déstabilisation du myomètre, on peut avoir un type de migration. Et Hervé l'a signalé tout à l'heure, ce phénomène n'est pas forcément des plus fréquents, mais ça peut arriver puisque ça peut vraiment modifier ce qu'avait donc publié Jean de Buisson sur ce thème. Ça peut migrer, ça peut modifier la prise en charge thérapeutique. Dans le cas numéro 1, c'est une patiente qui avait un fibrome de 37 mm. Après 3 mois de traitements médicaux, en fait, il y a eu une réduction. Et finalement, on est passé d'une hystéroscopie, donc une migration de fibrome, à une myomectomie par cellule. Dans ce cas-là, c'était un cas numéro 2 avec un figo 54 mm assez important, qui a eu une réduction de 25 mm, et là, donc la chirurgie avait été annulée. Et dans ce cas un peu plus démonstratif, c'est un fibrome 2,5 qui avait donc légèrement réduit, mais surtout par la modification de la pseudo-capsule migration avait donc été accouché par le col. Donc la modification du traitement médical est effective. Est-ce qu'on doit toujours considérer que le traitement médical est un facteur de mauvais pronostic d'extraction des myomes? Ça a été plus ou moins démontré dans cette publication récente américaine qui était un petit peu compliquée, mais qui prenait finalement sur une échelle de 6 toutes les étapes que j'ai décrites en préambule, c'est-à-dire l'incision et la distance du fibrome par rapport au myomètre. Est-ce que lorsque le myomètre a été incisé, est-ce qu'on arrive relativement à faire le tour du fibrome? Est-ce que lorsqu'on tracte sur le fibrome, on peut le détacher facilement? Donc, chaque fois, il y a 3 critères de difficulté. Est-ce qu'il y a beaucoup de saignements pendant la dissection du fibrome et après la dissection du fibrome? Et enfin, quelle est la consistance du fibrome? Les vidéos ont été revues. Alors, c'est les patients qui avaient, 25 patients n'avaient pas de traitement médical et 25% avec de l'UPR en traitement. Les 50 vidéos ont été vues par des chirurgiens qui avaient plus de 3 ans d'expérience. Et donc, il y avait un calcul de concordance entre les deux avis qui était assez bon. Et finalement, on s'aperçoit qu'avant ou avec ou pas de traitement hormonal et efficient, il n'y a pas forcément, pour les chirurgiens qui ont revu les vidéos, de différences significatives en termes de difficulté. Alors, effectivement, au cas par cas, il peut y avoir certains cas plus compliqués que d'autres dus à la pseudocapsule, mais que globalement, ça arrête un petit peu le principe que le traitement hormonal médical préopératoire rend forcément la chirurgie plus difficile, bien au contraire. Donc, comment faire face à ces difficultés de traitement chirurgicaux et est-ce que le traitement chirurgical facilite ou pas la chirurgie? C'est la théorie agostinienne qui fait que, en fait, il faut pouvoir inciser directement le fibrome. Alors, effectivement, il y a toujours des difficultés, donc on peut faire des échos péropératoires. Je dois aussi citer les travaux de Nicolas Bourdelle avec la start-up Shurgard qui effectivement est en train de pouvoir modéliser via une IRM et qui permet de trouver la masse myomateuse ou toute tumeur intra-organique dans des organes pleins comme le foie ou l'utérus, qui permettra sans doute dans l'avenir de mieux d'inciser dans les sens des fibres musculaires pour aller chercher directement ce fibrome, tout en gardant un plan de dissection qui soit plus ou moins correct. La seule difficulté aujourd'hui, c'est que, on le sait tous, la dissection correcte d'un fibrome repose sur le fait d'avoir une traction assez solide, et on sait qu'après embolisation, ce type de chirurgie peut être plus ou moins compliqué.
Qu'en est-il sur les myomectomies par hystéroscopie? Finalement, est-ce qu'il y a un intérêt à donner, et on va le voir dans l'arbre décisionnel tout à l'heure, un traitement par analogue de façon préopération, en fait. Il y a une méta-analyse qui a été faite donc en 2013. Globalement, il n'y avait pas forcément de différence sur la totalité des résections des myomes, c'est-à-dire les chirurgiens avaient pu faire le geste de façon complète. Par contre, effectivement, on gagnait en temps opératoire et on gagnait également en fluide passé. Vous savez que le temps opératoire et l'utilisation de médias, donc de volume, est aussi des critères très importants pour la possibilité de faire la résection complète. Donc, ça a été démontré sur cette étude. Par contre, lorsque on attend un petit peu plus et qu'on prend des malades et sur l'UPA, il avait été dit à ce moment-là, sur une étude un petit peu plus détaillée, que globalement, il y avait une différence assez significative en faire du traitement médical pour faire une résection complète du fibrome. Parce qu'on le sait, par hystéroscopie, quand on s'y reprend à 2 fois, c'est pas forcément évident. Donc, bien sûr qu'il y a d'abord la double agression et je ne sais pas, et peut-être c'est une des questions que je poserais, moi, s'il n'y en avait pas à Hervé et à Guillaume. Est-ce qu'il y a plus de synéchie quand on fait une résection en 2 étapes? Voilà, le traitement hormonal semble quand même relativement facilité et permet d'aborder mieux les myomectomies par hystéroscopie complexes. Donc, en conclusion, concernant les arbres décisionnels qui sont complexes à mettre en évidence, surtout pour ces classes de médicaments qui réapparaissent, mais concernant globalement le traitement médical, c'est Jacques Donès qui avait publié cela dans Human Reproduction. Donc, en fait, globalement, chez une patiente donc qui a des fibromes de type 0 ou 1, le 0, bon, globalement, c'est la myomectomie hystéroscopique. Quand il est inférieur à 3 cm ou on peut rajouter sans anémie, on peut faire une myomectomie hystéroscopique. Et lorsque il est supérieur à 3 cm, parce qu'on commence à être à la limite de 3 à 5, ça dépend également du mur postérieur qui n'a pas été évalué sur cette étude. À ce moment-là, on peut utiliser donc des traitements médicaux afin d'améliorer la pertinence du geste opératoire. Dans les autres cas, et dans les cas où la patiente désire une grossesse, globalement, le traitement médical sera évalué en fonction du nombre de fibromes, de la difficulté préopératoire. Si il y a une très bonne réponse du traitement médical après 2 cycles, 2 cycles de 3 mois, en sachant que les analogues, ça va être compliqué d'aller au-delà, et on peut aussi parler d'adback thérapie. On peut essayer une contraception naturelle. C'est là où effectivement, sans vouloir rajouter de staff ou de RCP, il y a des patients qui doivent être réévalués entre le médecin de la reproduction et le chirurgien. Si la patiente a une bonne réponse entre 25 et 50% avec un contrôle des saignements et en fonction de l'âge, et évidemment, ce qui est pas non plus noté, mais qui paraît être une évidence en fonction de la réserve ovarienne de la patiente, on peut tenter une contraception naturelle ou une chirurgie. Et si la réponse est insuffisante et que la patiente persiste avec des saignements notamment abondants, à ce moment-là, on va réaliser une myomectomie. En l'absence de désir de grossesse, ces patientes peuvent être traitées de façon plus médicale afin de connaître leur évolution avec soit une bonne ou une réponse insuffisante et de favoriser le traitement médical dans la limite des effets secondaires évidemment et d'indiquer une myomectomie s'il y avait une réponse insuffisante ou si la patiente décidait également de passer sous traitement médical. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur l'intérêt des traitements hormonaux avant la chirurgie, et je pense qu'on peut en rediscuter durant les questions et la discussion de fin de webinaire. Merci beaucoup à vous deux, et donc on va essayer de résumer les questions qui sont arrivées par le chat. Ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'en fait, ce concept de réhabilitation améliorée avant chirurgie, c'est quelque chose qui est un élément prédominant
quelles que soient nos trois présentations. C'est-à-dire, en fait, le rôle, l'impact des traitements médicaux autour, soit pour éviter la chirurgie, soit pour l'organiser au mieux. Et en fait, ma question, la première pour toi, Jean-Philippe, qui correspond à des questions, bien sûr, qui ont été posées, c'est quand on va utiliser, par exemple, des agonistes pour diminuer la taille et le volume du fibrome et de l'utérus, est-ce que parallèlement, ça ne va pas améliorer la qualité de vie des patientes avant l'intervention en diminuant les douleurs et en diminuant l'inconfort? Et la deuxième chose, si l'on fait un traitement qui se poursuit, penses-tu qu'il y a une place pour continuer au-delà de 3 mois un traitement médical du fibrome, en particulier par les agonistes, parce que depuis l'arrêt des SPRM, donc de l'ulipristal, on n'a pas beaucoup de solutions, les antagonistes n'étant pas encore arrivés sur le marché, et de toute façon, on ne sait pas encore quelle sera exactement leur place. Donc Jean-Philippe, quel est ton avis à ce niveau-là? Excuse-moi, j'ai raté le début de la première question. La première question, c'est est-ce que tu penses que, indépendamment du fait qu'on va diminuer le volume, ça c'est le côté évident de l'utérus et du myome, est-ce qu'on améliore le confort par diminution des douleurs, par diminution de la pression des masses qui doivent être traités, parce que c'est un élément dont il faut parler, surtout si on est amené à ne pas opérer. Disons que là, dans la symptomatologie, il y a la symptomatologie hémorragique et la symptomatologie du volume. On va dire que souvent l'appel des patientes, le motif de consultation, c'est souvent les ménorrhagies, les ménométrorragies, et que effectivement, les patientes, c'est à l'examen clinique, elles perçoivent vraiment le fait qu'elles ont quelque chose qui est un petit peu lourd si le volume si le fibrome est volumineux. Donc, il faut bien expliquer aux patients la différence des deux symptomatologies. Bon, la pesanteur, la lourdeur, bon, on connaît tous très bien la morbidité relative d'une masse myomateuse puisqu'il y a rarement d'occlusion ou de problèmes urinaires ou digestifs. Il y a plutôt des inconforts. Par contre, effectivement, aujourd'hui, le combat contre l'anémie est un vrai combat parce qu'il est sous-estimé et que nous, chirurgiens, souvent, les patientes ont été vues plusieurs fois et jamais une NFS n'a été ou un bilan de ferritine n'a été prescrit chez ces patientes. Donc je pense qu'aujourd'hui effectivement le traitement médical dans cette option-là est une très bonne chose et que le fait de moins saigner, de plus saigner, d'être déjà en aménorrhée procure tellement de confort aux patientes que même on peut dire, en fait, en tout cas dans ma patientèle, qu'une sur deux prend le traitement Advac-thérapie parce qu'elles estiment déjà que ne plus saigner, c'est déjà énorme. En termes de réduction des volumes, je suis un peu plus... Ça peut vraiment diminuer, mais c'est pas forcément ça qui va arranger les choses. Ensuite, est-ce qu'il faut continuer le traitement à long terme et y vivre que ça? Bon, ben effectivement, là, on connaît la problématique ensuite des agonistes en termes de perception d'effets secondaires, etc., d'âge des patientes, de réserve ovarienne. On sait aussi qu'il y a une relation entre les traitements assez longs et la poursuite de la décroissance de l'AMH, par exemple. Et aujourd'hui, on a parlé beaucoup fibrome et relation avec la fertilité. Il n'y a pas que ça, mais force est de constater que c'est quand même la plupart de nos consultations tournent autour de cette thématique. Donc voilà, il y a aussi le fait qu'une personne qui doit bénéficier d'une hystérectomie peut améliorer son anémie. Donc je dirais que en tout cas les traitements prolongés ont pour moi leur place à condition qu'on ait un avis médico-chirurgical sur les patientes, notamment autour de la fertilité, car je suis persuadé qu'on peut arriver avec le traitement médical à être moins invasif en termes de chirurgie pour pouvoir ensuite améliorer la fertilité de ces patientes afin d'éviter de trop enlever d'utérus, de trop enlever de fibromes, parce qu'il y a certains fibromes qu'il n'est pas nécessaire d'enlever, comme il avait été précisé. Merci. On est d'accord pour dire que quand on veut diminuer la taille pour des raisons opératoires, il faut éviter l'advac-thérapie qui, là, bloque la diminution de la taille notablement. Guillaume, plusieurs questions autour de lorsque la cavité utérine est libre, qu'il y a plein de fibromes de type 3, 4, 6, 7, 8,
Penses-tu qu'il existe des indications opératoires ou penses-tu qu'au contraire, il faut justement préconiser que les patientes puissent devenir enceintes? Et penses-tu qu'il y a une place à des chirurgies préventives pour éviter des situations de dystocie ou des situations d'hémorragie de la délivrance? Donc, quelle est un peu ta position là-dessus? Merci pour cette question. Donc, pour la deuxième partie, pour les préventions finalement des complications obstétricales, qu'elles soient hémorragiques ou dystociques, pas de place pour une chirurgie préventive. J'en ai pas parlé, mais sur par exemple la césarienne, quand on fait une césarienne pour un fibrome prévia, on fait dans les recommandations françaises, on fait la myomectomie quand ça nous gêne pour ouvrir ou pour fermer, en gros. Les Chinois avaient démontré qu'il n'y avait pas d'impact de la myomectomie. On pouvait enlever un fibrome de plus de 5 cm indépendamment, même si il faut rester prudent et que ça saigne. Sur la première partie de la question, si la patiente, finalement, il n'y a pas en prévention d'une grossesse, mais pour améliorer la fertilité, il faut rester prudent. Il y a vraiment les petits sacs de billes, comme je les appelle, où il y a vraiment des petits fibromes de type 1, d'1 cm, 2 cm, 3 cm, parfois 4 cm, où il y en a 30, 40, où je ne touche pas à cette cavité. On va l'abîmer, on va faire plein d'incisions, on va fragiliser le myomètre pour probablement un impact assez faible pour moi sur la fertilité. On est peut-être sur des équivalents de la grosse adénomiose versus la myomètrectomie. On est dans ce type de discussion pour la chirurgie, donc je pense qu'il ne faut pas y toucher. Si en revanche on a un gros fibrome, peut-être de plus de 5 cm, 6-7, qui est associé à j'aurais plutôt tendance à aller à faire ces pyélonectomies quand il y a au moins un gros fibrome, voire 2-3 gros fibromes de 5 cm. C'est vrai que c'est là où je vais aller faire les myomectomies en essayant de faire des incisions les moins sortir le fibrome par le moins d'incisions possible. Et c'est là où les techniques alternatives pourront être intéressantes, ou le traitement médical, si on peut passer d'un fibrome de 5 à 3, a toute sa place. Je rebondis là-dessus parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui pose une question. Quand tu fais une myomectomie célio, quel est l'intérêt du clipage des artères utérines en péropératoire? Avantages, inconvénients, difficultés? Jean-Philippe, tu peux intervenir aussi sur cette question. Jean-Philippe, tu as peut-être plus l'habitude puisque c'était quand même une technique très marseillaise, on va dire. Moi, j'avoue que c'est vrai que je clipe très peu autant je fais les triples ligatures en myomectomie par la parotomie en cas de fibrome unique. Finalement, j'essaye d'aller vite et je clipe pas forcément les artères utérines. Jean-Philippe? En fait, c'est un peu, ça marche un cas sur deux. Par contre, oui, il faut pas oublier, ce qui marche bien, c'est de clipper aussi le lombo-ovarien pendant la chirurgie. C'est les artères utérines et le lombo-ovarien. Bon, c'est vrai que les utérines, pour aller les clipper, il faut aller repérer les urtères et c'est une petite manœuvre complémentaire. Mais je trouve que l'indication majeure, c'est quand on doit s'approcher de la zone jonctionnelle pour pouvoir éventuellement faire des sutures à ce niveau-là, quoi. Mais c'est vrai que je le fais. Il y avait une question complémentaire sur les fibromes de 5, où on peut ne pas être tous d'accord, puisque la question, c'est comment on les aborde. Est-ce qu'on les aborde par hystéroscopie, en 2 temps? L'avantage, c'est qu'on ne fera pas bien sûr, d'incision sur le myomètre. Est-ce qu'on les aborde en célioscopie? Est-ce qu'on les aborde en mini-laparotomie? Ou est-ce que, dans l'avenir, va se poser la question de la radiofréquence, que certains commencent à faire, dont nous en particulier, ou bientôt les ultrasons focalisés quand on pourra les utiliser. Quelle est un peu votre position? 2,5, 5 cm, standard. Je dirais que pour l'hystéroscopie, c'est la mesure de l'humeur postérieure. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est validé, c'est 5 mm. Oui, mais dans ce cas-là, c'est plus un 2,5. Un 2,5 qui déborde obligatoirement. Alors, il peut y avoir, bien sûr. À ce moment-là, oui. À ce moment-là, c'est vrai que si tu débordes, moi, par hystéroscopie, ça me gêne un peu, quoi. Donc, je préfère le faire par myomectomie. Alors, on parle vraiment de chirurgie, hein. Après, toutes les stratégies conservatrices et par énergie me semblent hyper séduisantes et je pense que j'espère que ça va être l'avenir. Mais je pense qu'il vaut mieux à ce moment-là l'attaquer par chirurgie classique, hein. Puisque finalement, le taux de rupture, parce qu'on a toujours le problème, il est là, c'est le taux de rupture. Alors, on a beaucoup parlé du taux de Shinichi, mais le taux de rupture,
aujourd'hui, quand avec l'augmentation et la qualité de suture, etc., c'est quand même assez safe. Ouais, je suis assez d'accord. Je ne ferai pas d'hystéroscopie. Les nouvelles technologies à radiofréquence, on est un peu plus en retard qu'à Bicêtre. On va débuter nos premiers cas en janvier. J'avoue que maintenant, je les fais plus facilement par mini-laparotomie que par célioscopie. Je trouve un petit Alexis, on fait une incision de quelques centimètres. On a une qualité de suture pour la rupture qui est peut-être supérieure à la myomectomie célioscopique. Et finalement, avec une incision qui est probablement peut-être moins visible que les orifices de célio ou de robot. Mais ça, c'est que mon avis personnel. Et on ne connaît pas la satisfaction des patientes après. Alors, il y avait quelques questions, bon, je vais y répondre rapidement. Quand on fait un diagnostic d'un fibrome type 0 ou 1 ou 2, faut-il attendre et laisser l'opportunité aux patientes d'être enceintes? Moi, je pense qu'à partir du moment où on est amené à faire le diagnostic, le plus souvent, c'est parce qu'elle saigne, parce que souvent, le volume des règles est un peu sous-estimé. Et si on fait le diagnostic, il faut vraiment les opérer parce que ça optimisera les chances de grossesse et ça diminuera probablement le risque de fausse couche. Le délai entre myomectomie et future grossesse, tu as très bien répondu, Guillaume. Je pense que plus ça va, il faut tenir compte de l'âge des patientes et que lorsqu'on opère des patients de plus de 35 ans, il n'est pas raisonnable de leur dire qu'il faut attendre 1 an parce qu'on va leur faire perdre des chances. Et puis sur fibrome après la ménopause, il y a plusieurs questions. Globalement, quand ces fibromes sont asymptomatiques, parce qu'on revient quand même à l'idée que 2 fois sur 3, les fibromes sont asymptomatiques, et ceci quel que soit l'âge des patientes. Et dans la majorité des cas, après la ménopause, elles sont asymptomatiques, et s'ils n'augmentent pas de volume, et donc ils ne deviennent pas symptomatiques après la ménopause, il faut les laisser en paix, quelle que soit leur localisation. Par contre, après la ménopause, s'ils grossissent, là, bien sûr, attention. On n'a pas parlé de sarcome ce soir, c'était pas le but, et puis c'est suffisamment rare. Mais lorsqu'il y a des symptômes après 45 ans, lorsqu'il y a des fibromes qui deviennent brutalement très symptomatiques, il faut garder à l'esprit que c'est des choses qui peuvent arriver. Dernier élément, puisque c'était des questions que je réponds à partir du chat, il n'y a pas de place de traitement préventif à partir du moment où le fibrome est asymptomatique. Donc, on ne va pas donner un traitement A, B ou C, peu importe son nom, lorsque le fibrome n'entraîne pas de symptômes. Il faut garder ça à l'esprit. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. On a globalement respecté les horaires. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Et puis, ce qu'on va essayer de voir avec Bezin, c'est que si on n'a pas répondu à toutes vos questions, ça serait bien que vous vous exprimiez vis-à-vis de Bezin et que nous, Jean-Philippe, Guillaume et moi, eh bien, on vous réponde tout simplement et le plus clairement à d'autres questions qu'on aurait pu omettre de répondre ou qu'on n'a pas eu le temps de répondre dans l'heure et demie que notre entretien a permis d'avoir sur ce thème extrêmement fréquent et somme toute, alors que c'est une vieille pathologie qui va être de plus en plus novatrice avec l'apparition de nouvelles stratégies, mais en gardant pour ce soir l'idée, c'est que il est important que si on est amené à discuter une prise en charge du fibrome, elle soit la mieux encadrée possible, d'où l'intérêt de certains traitements que je n'ai pas envie d'appeler préopératoires, mais qui sont des traitements pour améliorer la qualité de vie, pour corriger les symptômes et en particulier les carences martiales et l'anémie. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une excellente soirée et puis pour ceux qui s'intéressent à la Coupe du Monde, eh bien, c'est l'opportunité de continuer à voir des matchs. En tout cas, bonne soirée à tous et au plaisir de vous rencontrer au décours d'un congrès, cette fois-ci en présentiel parce que heureusement, ceci recommence. À très bientôt. Merci Jean-Philippe, merci Guillaume, merci Bezin de l'organisation de ce webinaire et puis merci à Comenco pour le côté technique. Au plaisir de vous voir.